à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle web émission Artiste-auteur, un statut, qui a pour thème ce soir les rencontres scolaires. Alors, pour échanger ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir Mimi Douanet, autrice. Bonsoir Mimi. Bonsoir à tous et à toutes et à toutes et à tous. Naïma Zimmerman, autrice également. Bonsoir Naïma. Bonsoir. David Catelin, dessinateur de BD. Bonsoir David. Bonsoir. Et Betty Piccioli, autrice. Bonsoir Betty. Bonsoir. Alors le sujet des rencontres scolaires, les rencontres scolaires, c'est souvent une source de revenus non négligeable pour les auteurs. On l'a vu notamment pendant le Covid, les impacts que ça a pu avoir, notamment pour les auteurs jeunesse. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà d'aborder avec vous dans quel cadre en fait se mettent en place ces rencontres. Mimi, peut-être tu peux nous en dire plus, toi qui, je sais, fais pas mal de rencontres. Comment est-ce qu'elles se mettent en place? Pour quel public? Est-ce que tu es, toi, proactive ou est-ce qu'on vient te chercher? Voilà. Alors en fait, j'écris pour des enfants, enfin une assez large panel d'enfants. Ça commence pour le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'ai plusieurs séries, évidemment, en rapport avec ces tranches d'âge. Et il se trouve qu'en 2001, j'ai créé chez Nathan la collection Petit Tandem. C'était assez novateur à l'époque. J'avais remarqué que des enfants avaient des grandes difficultés à lire et j'ai eu l'idée d'intégrer dans des bulles des dialogues hyper faciles à déchiffrer avec des syllabes tout à fait accessibles à des primo-lecteurs et lectrices. Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs one-shots et puis j'ai créé la série avec la Tour Eiffel Globetrotteuse qui fait le tour du monde. J'en ai fait un personnage animé. Alors le problème, c'est qu'elle a des grandes pattes, mais qu'elle n'a pas de bras. Donc tout ça, on contourne tout ça avec des histoires assez originales. Et puis la seconde série, ce sont les animaux de loup. Une gamine qui a le pouvoir de parler aux animaux, de les comprendre. Et donc, les enfants se sont identifiés à cette gamine. Alors, ce sont les enfants, donc CP, CE1. Et à la suite de ces parutions, ça a été crescendo. J'ai été d'abord invitée sur certains salons du livre. Et puis, très, très vite après, par des enseignantes, parce que c'est quand même un nid de filles, il n'y a pas beaucoup d'enseignants enfin, je rencontre plus d'enseignantes, oui. Et j'ai un blog, et par le biais de mon blog où j'avais indiqué mon adresse mail, c'était très facile de me contacter. Alors ça, c'était dans les années, je l'ai créé en 2001, donc ça a été crescendo. Maintenant, j'ai Facebook aussi qui est très, très demandeur, et puis Instagram. C'est comme ça que ça a débuté. Et puis après, il y a un phénomène de bouche à oreille où des instits disent, ben voilà, on a reçu Mimi, ça s'est passé comme ci, comme ça, et puis c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Donc d'abord, en fait, c'est vraiment les salons, en fait, au départ, qui... Alors, très peu de salons, ça a été vraiment très, très, très vite les enseignantes et les enseignants, accessoirement. Et puis, il se trouve aussi que je suis énormément invitée par des médiathèques qui organisent des salons, qui sont pourvoyeuses, qui font leur casting d'auteurs au vu des livres qui sortent beaucoup, que les enfants empruntent. Et il se trouve que, bon, c'est vrai que la collection chez Nathan, première lecture et premier roman, est assez bien diffusée et très présente aussi dans les médiathèques, les bibliothèques. Alors j'entretiens aussi un lien très, très actif sur Facebook où je mets mes actus très régulièrement et je m'exprime énormément en rime et ça m'occasionne d'ailleurs la majeure partie de mes rencontres. J'aime pas trop le mot intervention, c'est un côté chirurgical, je trouve. Donc de mes rencontres, c'est aussi autour de l'art de la comptine, où j'interviens auprès d'enfants souvent en très très grande difficulté, des enfants souvent des classes très mélangées avec des enfants qui ne parlent pas forcément le français chez eux et qui par l'art de la comptine découvrent que c'est tout à fait ludique et des fois ils s'en épatent même eux-mêmes de leur production d'écrit parce que j'ai des chapeaux à mots, enfin j'ai toutes sortes
petites astuces pour les captiver aussi, ces petits loups. Et voilà comment c'est né, de fil en aiguille. Et je dois dire que c'est vrai que la période Covid a été quand même très, très pénible, hein, parce qu'on s'est retrouvés quand même très entre nos quatre murs, alors que moi je fais le tour de France toute l'année, donc voilà. Et puis, que pourrais-je dire d'autre? Oui, c'est comme ça que c'est né, que sont mes rencontres. Oui, voilà. Toi, Betty, je sais que tu as eu dans un autre cadre, en fait, tu as intervenu dans des lycées. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière il y a seulement 4 ans. Mon premier livre est sorti en 2018, donc forcément, c'est beaucoup plus récent. Mais du coup, moi, j'ai commencé en fait à faire des ateliers grâce à un organisme en fait qui s'appelle le Labo des Histoires et qui fait en fait l'intermédiaire entre des structures qui vont avoir besoin d'interventions scolaires, d'ateliers, etc., sur des thématiques précises et des auteurs. C'est vrai que j'ai beaucoup fonctionné avec le Labo des Histoires que j'ai rencontré dès le début en fait de ma carrière. Et en fait, moi, il y a très peu de mes interventions qui sont par rapport à mes livres, parce qu'en fait, je me sers surtout de mes compétences qui sont un peu, parfois un peu autres et que j'ai reliées à l'écriture, puisque à côté de ça, j'ai été pendant un moment dans le milieu de l'escape game et des murder parties. Donc, je me suis mis à écrire des livres dont vous êtes le héros. Et du coup, je fais beaucoup d'ateliers en fait par rapport à ça, par rapport à l'écriture d'histoires interactives, de livres dont vous êtes le héros. Et c'est vrai que c'est beaucoup de mes derniers ateliers, c'était par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers avec le Labo des Histoires, notamment dernièrement dans un lycée agricole où j'ai fait tout un cycle pendant 3 mois. Je venais toutes les semaines voir en tout une quarantaine d'élèves en 4 groupes. Et on a fait une histoire complète en lien avec leurs professeurs et la médiathèque de leur ville sur la question du jeu vidéo avec une histoire interactive avec 4 narrateurs, donc un par groupe, ce qui était quand même un gros projet. Et c'est vrai qu'à côté de ça aussi, j'ai été sollicitée par la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse l'an dernier pour les vacances apprenantes qui se faisaient en partenariat avec le CNL et la Ligue de l'enseignement. Donc pareil, j'ai fait des ateliers de création de petites histoires interactives, alors là avec des enfants beaucoup plus jeunes, à partir de 6 ans. C'est vrai que en fait, moi, j'ai tendance à partir d'une thématique, d'une compétence et à essayer de l'appliquer à tous les âges. Ça marche assez bien avec les histoires interactives parce qu'on peut prendre un thème qui parle plus à des enfants de tel ou tel âge et puis adapter le temps, adapter la longueur de l'histoire, sa difficulté, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup marché comme ça. Et là, en ce moment, en fait, je fais pas mal de démarchage moi-même euh, près de chez moi. Là, cet après-midi, j'ai eu un rendez-vous de 2 heures dans la médiathèque de la ville juste à côté de chez moi. En fait, je me suis carrément fait un catalogue assez ludique avec tous les ateliers que je peux proposer, les différentes thématiques, les différentes durées, niveau de difficulté, etc. Et là, on a passé 2 heures à discuter de plein de projets qui vont sûrement se faire avec cette ville et cette médiathèque, des projets un peu de long cours. Donc voilà, je fais pas mal de démarchage moi-même et puis par le biais associatif. C'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai peu de romans qui sont vraiment, soit qui sont rentrés dans le milieu scolaire, on va dire, via les programmes ou via des recommandations. Donc, je me débrouille un peu toute seule, mais comme ça a été dit en introduction, c'est vrai que personnellement, sans les interventions scolaires, je ne m'en sortirais pas financièrement, comme malheureusement beaucoup d'auteurs. Donc, c'est très important pour moi de maintenir ou même d'augmenter le nombre d'interventions et d'ateliers que je peux faire chaque année, quoi.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le cas de Mimi, c'était beaucoup les enseignants, en effet, qui étaient en demande, mais qu'en fin de compte, quand toi, tu présentes ton catalogue d'animation, qui aujourd'hui est très riche entre l'atelier voilà, de créativité pour des plus petits et puis l'escape game pour des ados, en fait, les médiathèques sont vraiment demandeuses. C'est ça. Et moi, je me suis rendu compte, là, notamment, on en parlait dans le rendez-vous que je viens d'avoir, que bah, elles ne savaient pas que, en fait, elles connaissaient mon travail, elles avaient même certains de mes livres à la médiathèque, mais elles n'étaient pas du tout au courant que j'habitais à moins d'un kilomètre de la médiathèque. Donc, en fait, si je n'avais pas fait ce travail de démarchage, on ne se serait jamais rencontrés, tout simplement. Donc, c'est vrai que alors, il y a des annuaires qui existent. Je sais que les agences régionales du livre en ont, mais je ne sais pas si les professionnels regardent trop, en fait, les professionnels qui peuvent être amenés à nous solliciter. Toi, David, dans la BD, comment ça se passe? Dans quel cadre, en général, tu interviens? Oui, j'étais en train de penser, en fait, il faudrait un système de géolocalisation des auteurs. Le Tinder de la rencontre littéraire. Ouais, voilà. Non, alors moi j'interviens. Bah, alors moi c'est plutôt comme je fais de la bande dessinée et qu'il y a beaucoup de festivals de bande dessinée en France, ça a été principalement via des festivals qui bah, souvent travaillent en partenariat avec des établissements scolaires ou des médiathèques aussi évidemment. Et du coup, c'est souvent en amont, avant le festival qui souvent a lieu le week-end avec la dédicace, etc. Et souvent, les jours qui précèdent, ils nous font intervenir dans des établissements scolaires ou alors voilà, ou à la médiathèque avec laquelle ils travaillent. Donc moi, ça a été souvent beaucoup dans ce cadre-là, voilà, dans ce cadre-là. Et après, parfois, maintenant, c'est vrai qu'il y a des médiathèques qui me contactent directement. Et des enseignants rarement, en fait, par contre. Médiathèque dans laquelle tu es déjà intervenu, en fait, qui garde le contact ou qui, en fin de compte, ont le réflexe justement d'aller chercher peut-être les illustrateurs qui interviennent dans les festivals? Les médiathèques, les médiathèques pour lesquelles tu travailles en dehors des festivals? Ouais, c'est arrivé, ça aussi, oui. Oui. Ou alors, je suis allé à un festival et effectivement, par après, la médiathèque me recontacte parce que voilà, ils ont découvert le livre à cette occasion-là et du coup, ils me font venir spécifiquement dans la médiathèque. Donc voilà, c'est principalement dans ce cadre-là, moi, que je suis amené à intervenir. D'accord. Et voilà, et comme disait tout à l'heure ma collègue aussi par mon site internet aussi. Les gens parfois Blog, Facebook directement, évidemment. Naïma, en ce qui te concerne, comment ça se passe en général? Moi, c'est un peu un mélange de tout ça. J'ai commencé avec des textes qui étaient pour un public assez âgé. Donc, je pense que j'avais un peu le même problème que Betty au départ, dans le sens où plus on monte en âge, moins on invite d'auteurs, parce que forcément, en terminale, ils passent le bac, donc voilà. Et on a encore quelques rencontres au lycée, mais surtout en seconde. Et il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, j'ai commencé à en avoir davantage quand je suis descendue en âge et ensuite quand j'ai ajouté la bande dessinée. Moi, c'est souvent dans le cadre de salons du livre. Après, parfois, en effet, des médiathèques qui font des choses directement. Les enseignants, c'est assez rare. Si c'est par là qu'on reçoit le genre de demande, vous savez, où oui, vous pouvez venir, on vous payera le billet de train et puis vous participerez à une émission de radio locale. Ça vous fera de la pub. Donc ça, j'ai tendance à dire merci, mais non merci. Après, oui, le plus souvent, c'est des salons du livre ou des médiathèques. Après, moi, j'en fais pas tant que ça. Je fais partie de ces rares auteurs qui font en fait pas beaucoup de rencontres. J'aime bien ça, mais je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps sur le temps d'écriture. Et puis ça peut être vraiment génial, mais pas toujours. Ça, on en reparlera plus tard, mais c'est un peu, tu sais pas ce que tu vas trouver quand tu arrives. Et souvent, tu pars avec une petite incertitude, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, chacun, vous choisissez un peu l'équilibre que vous trouvez entre justement l'écriture et les rencontres qui voilà, sont rémunératrices, sont aussi voilà, sympas à faire, une rencontre de public, mais qui sont chronophages.
Vous avez un peu des bonnes pratiques, c'est comme sur la gestion du temps. Naïma, tu avais commencé à en parler. Comment tu équilibres ça en fait? Tu te dis c'est une par mois, c'est... Oh là, non, moi j'en fais moins que ça. Non, mais en fait, c'est surtout que j'accepte si c'est un tout, si j'ai 1 ou 2 jours d'animation avec 1 jour ou 2 jours de salon, je vais y aller. Si ça me fait une bonne impression quand on me contacte et que j'ai l'impression que ça a été bien préparé, ou si c'est un endroit vraiment sympa, ou si d'autres auteurs m'ont dit ouais, vas-y, on mange vachement bien. Ça va être des tas de critères. Après, c'est juste que bon, plus on avance dans la profession, je pense qu'on est tous un peu pareil, c'est qu'au début, tu es juste trop content d'être invité, donc tu dis oui à tout, puis en plus, tu as peur qu'on t'invite plus, tu te dis non, donc tu vas accepter le moindre plan pourri avec une classe à 8 heures de train de chez toi. Et là, après quelques années, surtout quand tu as la chance de vendre suffisamment de livres pour pouvoir te le permettre, tu vas être un peu plus... voilà. Quand tu sens que ça pue un peu, moi j'ai tendance à dire non. Mais bon, après, de toute façon, les 2 dernières années, ça s'est pas beaucoup posé, on va dire ce qui est. Il n'y a pas eu beaucoup d'interventions, donc voilà. Mimi, toi, comment tu trouves ton équilibre? Alors, moi, c'est parfois en rafale. Hein, il y a parfois des mois où j'ai énormément de rencontres, d'autres moins. Mais le fait aussi, c'est que je suis invitée, réinvitée et réinvitée. Euh, et je choisis aussi parce qu'il y a des salons où je n'irai plus, ça c'est clair. Et alors, petite parenthèse, sur Facebook, il y a un post qui s'appelle Buffet froid Oui. où on peut, qui est réservé aux autrices et aux auteurs et où on peut demander ou dire voilà, moi ça s'est bien passé. Le critère de choix aussi, c'est l'éloignement. Alors, j'habite Paris, je peux aller à Marseille, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a 3 changements, ça, je ne le fais plus. D'autant que la SNCF, c'est quand même 3 changements, c'est quand même quand ça marche bien, bon, c'est bref. Et puis, le critère aussi, c'est l'hébergement. Je ne fais plus héberger chez l'habitant, ça, j'ai beaucoup pratiqué au départ. J'aurais plein d'anecdotes à raconter sur les hébergements. On va y venir. Voilà. Alors, je bénéficie aussi de beaucoup de temps parce que je suis insomniaque. Je ne dors que 4 heures et j'ai en fait une double vie d'écriture. C'est comme ça que j'arrive à faire pas mal de choses. Voilà. Mais oui, les critères, c'est la distance. Et puis, alors, la distance, il y a énormément de changements de correspondance. Et puis, l'hébergement. Et puis, évidemment, après, les conditions au tarif de la charte. Ça, on va parler des conditions tout à l'heure, oui, c'est important, bien sûr. Les 3 choses qui sont déterminantes. David, toi, sur cet équilibre? Oui, c'est à consommer avec modération, effectivement, les rencontres, parce que c'est assez, c'est chronophage, donc du coup, évidemment, ça ralentit au niveau du temps de travail, sur le boulot sur lequel on bosse. Donc oui, j'essaie de trouver un équilibre, de pas... Alors voilà, ça dépend. Hein. Des fois, je me retrouve à en faire 2 ou 3 ou 4 dans le mois. Et oui, évidemment, dans ce cas-là... Mais voilà, idéalement, le mieux, c'est d'essayer d'en faire une par mois. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, c'est une moyenne que je me fixe à peu près. Mais voilà, parfois, j'en fais beaucoup plus. Voilà, il faut éviter d'en faire trop, franchement. Parce enfin, c'est pareil, évidemment, c'est lucratif. Donc, mais ça peut être, voilà, c'est chronophage. Et puis, surtout, on peut s'en lasser, quoi, en fait. Moi, j'ai beaucoup de... Moi, le premier, hein, ça m'est arrivé des fois d'en avoir vraiment... Parce qu'on répète un peu toujours la même chose, quand même. C'est un peu, ça revient en boucle. Hein. Et voilà, l'idée, c'est que ce soit un moment agréable pour tout le monde, y compris pour soi et évidemment pour les enfants qu'on rencontre. Donc, voilà, et essayer de faire... que ce soit toujours un plaisir quand même, si possible. Betty, toi justement qui est dans une politique et pas mal de démarchage comme tu nous expliquais, comment tu arrives à concilier justement les dates de rendu de manuscrits, les interventions qu'on va te commander? Alors déjà, moi, plus de la moitié de ma carrière s'est passée sous le Covid, donc j'ai un recul qui est différent sur la chose. Donc au final, j'ai fait peu de salons. J'ai dû en faire 5 ou 6 en tout en étant invitée. Mais j'ai pris assez vite la décision de ne
pas en faire quand il n'y a pas de rémunération. Là, par exemple, je sais que j'ai été invitée dans un salon très près de chez moi, mais il n'y avait pas de rémunération des dédicaces et pas d'intervention scolaire prévue. Donc, bah, j'ai dit non parce qu'en fait, j'ai pas envie de passer un dimanche entier en sachant très bien que je vais signer quoi, 10-15 bouquins vu que c'est un petit salon du livre d'une petite ville. Voilà, voilà, c'est des décisions, même si j'avais envie d'y aller parce que c'est toujours sympa ce genre de moment. Voilà, il y a des arbitrages qui se font. Moi, actuellement, j'essaie de faire, comme je fais pas beaucoup de salons, j'essaie de faire 2 ou 3 interventions par mois maximum en me donnant des critères qui sont notamment à moins d'1 heure de route de chez moi. Parce qu'on ne parle pas aussi de ça, mais c'est, enfin, si, vous en avez parlé pour le transport. Quand c'est pour aller en salon, effectivement, la question de où se trouvent les salons est très importante. Mais effectivement, j'en fais 2 ou 3 et je me rends bien compte que bah, c'est un métier. Hein. Personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les instituteurs et les professeurs parce que moi, personnellement, après 2 heures devant une classe, le reste de la journée, je ne suis pas vraiment capable d'écrire. Enfin voilà, il faut aussi penser à ça et à autant de cerveau disponible une fois qu'on a fait une intervention. Donc effectivement, c'est des arbitrages à faire. Et pour les remises de manuscrits, je me suis bien rendu compte, là, par exemple, mon projet avec le lycée agricole, qui était à 1 heure et demie de route de chez moi, donc je ne le ferai plus, 1 fois par semaine, avec à chaque fois une quarantaine d'élèves qui étaient très difficiles en plus, très compliqués à gérer, sur un projet long, donc avec une perte d'intérêt au fur et à mesure de la part des élèves et du mien, hein, parce que perte d'intérêt aussi à force de voir des élèves qui n'avaient plus trop envie d'être là. Bah, j'ai bien vu que mon rythme d'écriture s'est beaucoup dégradé pendant cette période parce que bah, je partais de chez moi à 8 heures et je revenais à 20 heures. Et le lendemain, bah, en fait, j'étais cramée par cette journée avec 3 heures de route et 5-6 heures d'atelier dans la même journée. Donc voilà, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Il ne faut pas que l'aspect financier, malheureusement, prenne le pas sur l'aspect créatif, quoi. On a un petit peu abordé le contenu hein, dans tout ce que vous nous avez décrit. Maintenant, sur le déroulé de vos interventions, en général, on peut continuer par toi, Betty. C'est intéressant. En fait, c'est quel public? Tu traites combien de classes, par exemple, dans une matinée? Ou alors ça va plutôt être des interventions où ça va être suivi sur une classe? C'est un peu ce que tu faisais, j'ai l'impression, dans le lycée. Comment ça se passe? Alors, ça va vraiment dépendre du public. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'interventions dans des médiathèques ou des centres de loisirs, etc. Donc, on peut avoir des groupes plus petits. J'avais notamment fait tout un cycle d'intervention avec un groupe toujours le même pendant 8 séances, qui était en plus un groupe volontaire d'enfants d'une même classe qui avaient été super motivés par leur professeur. Donc ça, c'était vraiment, ils étaient 7, je crois, 7 ou 8 selon les jours. Donc ça, c'était vraiment pour moi les conditions idéales. Quand on a une classe entière, personnellement, je trouve ça impossible, quel que soit l'âge. En tout cas, des interventions que moi je fais avec des ateliers où en fait tout le monde est censé participer à créer une histoire commune, que moi voilà, je prends les idées de chacun pour créer ensemble une histoire. Ça peut très très vite tourner à un espèce de brouhaha général, pas du tout productif. Donc moi, c'est vraiment des demi-groupes. Et Atelier créatif, tu préconises demi-groupe, quoi, max. Bah, personnellement, dans ce que je fais, oui. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était vraiment 1 h 30 maximum. J'avais tenté avec les ados, enfin, qui étaient en plus des grands ados de 16 à 18 ans, en me disant 2 heures, ça passe.
Mais en fait, pas du tout. Il y a une question de concentration qui ne passe pas. Donc, 1h30, personnellement, c'est vraiment le maximum avec, si possible, une petite pause au milieu ou en tout cas un séquençage qui fait que on renouvelle en fait l'attention et la concentration. Moi, je fais souvent une introduction avec un premier petit atelier qui va être sous forme de jeu, ce qui fait qu'on va être que ça va un peu briser la glace dans le groupe et que l'aspect timidité face aux autres va un peu se casser. Puis après, ensuite, on fait l'atelier avec l'écriture en elle-même, quoi. Mais voilà, essayer de séquencer 1h30 maximum et des groupes, si possible, assez petits. Moins de 10 élèves, c'est le mieux, je trouve, mais c'est compliqué à mettre en place, quoi. Toi, Mimi, qui intervient sur des plus petites classes, comment ça se passe en général quand tu vas être sollicité, par exemple, sur une demi-journée par une école? Ce sera sur une classe ou tu vas enchaîner plusieurs classes? Alors, moi, j'essaye de suivre les préconisations de la charte qui sont très bien en ce domaine. C'est pas plus de 3 rencontres par jour. Bon, exceptionnellement 4, mais c'est quand même c'est épuisant. Hein. Et puis, on n'est pas des machines non plus. Et il faut garder le plaisir aussi de la rencontre. Après, comme disait Betty, 1h30, c'est bien. Pour, surtout des petits, quand même, les CP, CE1. Au-delà, c'est trop long. Alors moi, je séquence la rencontre par plein de petites choses, pas pour qu'ils pour des CP, ça pourrait paraître même beaucoup. Hein. 1h30 pour des CP, c'est même. Alors, dans mes rencontres, il y a beaucoup de choses très très ludiques et en même temps, je suis conteuse, donc je fais plein de petites séquences qui font que il n'y a pas un ronronnement. Enfin, c'est très interactif quand même. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je suis invitée, c'est un projet quand même de longue haleine de la part des enseignantes et des enseignants qui ont préparé en amont ma venue depuis des mois. Je n'arrive pas comme ça. Donc, les enfants ont préparé des questions à me poser, ce qui fait qu'il y a un côté interactif. Hein, je ne monologue pas pendant des. Enfin, voilà, c'est un ping-pong de questions, de réponses. Alors, effectivement, comme souvent, ce sont les mêmes questions. Et puis, parfois, il y a une question, on se dit, celle-là, on ne me l'avait jamais vraiment posée. Quoi. Voilà, mais on peut être très bonne autrice, très bonne auteur et pas forcément être à l'aise avec les rencontres. C'est deux choses différentes, je dirais. Faut pas se forcer. Faut que ce soit un plaisir si on le fait. C'est pas au-delà du fait que effectivement, par rapport à nos droits d'auteur, c'est quand même un apport financier important. Même si, alors moi je suis une vieille autrice hein, parmi vous tous les, voilà, même si passé 50 balais, moi j'ai commencé à vivre vraiment de ma plume sans forcément les rencontres. Voilà. Mais il faut du temps. Vraiment du temps. David, en termes de contenu, de type de classe rencontrée, je demande nombre de rencontres dans une demi-journée ou une journée. Qu'est-ce que tu fais en général en marge des festivals? Alors, les nombres de rencontres sur une journée, souvent, alors c'est 3, effectivement. 3, c'est pas mal hein, déjà. Mais ça arrive souvent qu'on nous en propose 4. Ce qui est trop, en fait. Effectivement, 3, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, si possible, négocier 3 et non 4. Parce que souvent, c'est 1 heure, voire 1h30. Alors, 3 fois 1h30 déjà. Hein, alors, pour la durée, c'est vrai que 1 heure, ça passe très vite, en fait. Même avec un public assez jeune, finalement. C'est assez expédié, hein, parce que le temps que on arrive, on se met en place, tout ça, il y a toujours 5 minutes perdues au moins. Et donc, ça peut être un peu court. 1h30, c'est pas mal, ouais. Ça peut être bien. Parce que, alors moi, ce que je fais souvent, c'est que, voilà, comme disait Mimi, moi, les élèves préparent des questions. Souvent, ils ont étudié les livres avant avec leur enseignant. Et donc, il y a des questions. Et surtout, moi, j'amène toujours des originaux, des choses comme ça. Et je leur explique souvent les étapes, comment je travaille. Donc, c'est assez... voilà, ils voient vraiment comment se fait une bande dessinée du début à la fin avec l'écriture du scénario, le storyboard, le crayonné, l'ancrage, tout ça, je montre ça. Donc, des originaux. J'ai aussi un petit diaporama qui permet aussi d'illustrer ça. Enfin, voilà, j'amène toujours tout un tas de choses pour leur montrer vraiment
à quoi ça ressemble. Et puis, évidemment, bon, bah, le truc, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le combat vaste pendant 1 heure, hein, parce que c'est quand même c'est pas très marrant pour eux forcément, même si, bon, voilà, je raconte toujours des petites anecdotes. Alors bon, c'est un peu toujours les mêmes à force, mais des trucs un petit peu marrants, quoi. Ça va faire un petit show, on va dire. Mais, et puis bon, surtout, moi, j'ai l'avantage, c'est vrai que je peux dessiner. Donc voilà, il y a toujours un moment où on aborde le dessin et voilà, donc là, ils sont toujours contents. En général, vraiment, ils sont toujours assez partants pour dessiner. Les plus jeunes, c'est sûr que ça marche à chaque fois, en général, les primaires, les collégiens commencent un petit peu coincés des fois, mais ça va, en général, on arrive à les motiver. Et donc voilà, moi, je leur fais faire des petits exercices de dessin, dessiner un visage, des expressions. J'adapte un peu en fonction de l'âge, évidemment. Hein. Et voilà, dessiner un personnage, des petits trucs de dessin. Pas faire de la bande dessinée parce que c'est relativement en 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Moi, je trouve qu'on ne peut pas faire vraiment quelque chose de terrible en BD, voire éventuellement un strip. Mais bon. Et donc voilà, en gros, comment ça se déroule. Toi, Naïma, c'est plutôt quand tu interviens sur le métier d'autrice ou plutôt des ateliers d'écriture ou comme Betty, des escape games ou voilà, des jeux littéraires? Moi, en général, je m'attends à ce que tous les enfants aient au moins ouvert un de mes livres et à ce qu'ils aient préparé des questions en classe. Après, le truc étant que tu dis toujours aux enseignants, surtout contactez-moi avant pour qu'on prépare, ils ne le font jamais. Donc, des fois, tu arrives et c'est « Ah bah, je ne savais pas !» Et voilà, tu es là, bah, c'est bien, si vous m'aviez dit ça il y a un mois, ça aurait été plus simple. Après, bah, c'est extrêmement variable. En général, c'est en effet plutôt des questions-réponses parce que, bon, bah, en effet, on a souvent 1 heure, 1 heure et demie, ce qui en effet est vraiment short, ceux où tu arrives et où ils te disent « Bon, bah, alors en fait, on travaille sur la poésie médiévale, donc si vous pouviez faire un petit atelier d'écriture là-dessus en 1 heure, et toi, tu es là, bah, c'est un tout petit peu compliqué à plusieurs titres. » Donc, du coup... moi, les questions-réponses, je trouve ça bien. Généralement, je trouve ça bien adapté si ça a été préparé. En plus, généralement, tu as toujours des enfants qui ont tes livres, qui veulent que tu les signes à la fin. Donc, c'est le drame si tu n'as pas 1/4 d'heure pour signer les trucs. Voilà. Moi, les ateliers d'écriture, je ne suis pas contre, mais je trouve que ouais, c'est plus de l'ordre de 2 ou 3 heures. Après, en effet, les classes tiennent plus ou moins bien dans le temps. J'ai déjà eu une classe de CM2 sur toute une journée. J'avais vraiment peur en y allant, mais ça s'est vraiment bien passé. Après, ça dépend vraiment de l'enseignant beaucoup. Aussi, bah, voilà, des élèves qui sont plus ou moins rompus à ce type d'exercice. C'est pas toujours génial non plus d'en avoir qui ont déjà rencontré des auteurs, parce que parfois t'arrives et du coup c'est genre non, ils ont pas préparé, ils en ont déjà rencontré un il y a 6 mois, donc du coup voilà, ils font pareil, ce qui donne pas généralement quelque chose de super non plus. Moi je suis d'accord à part ça avec les autres, à dire que 3 classes dans la journée, c'est déjà bien, surtout que souvent on enchaîne 2 jours comme ça, suivi de 2 jours de salon, et moi c'est juste que la 6e fois en 2 jours que j'entends où trouvez-vous l'inspiration, c'est juste j'ai envie de mourir. Donc, du coup, puis, du coup, tu sais plus si tu l'as dit à cette classe, tu commences à raconter une anecdote et tu t'arrêtes au milieu en disant j'espère que je viens pas de le dire, je sais plus. Et surtout quand c'est dans le cadre de prix, par exemple, où du coup tu rencontres beaucoup de classes de suite qui ont tous lu le même livre et qui du coup bah, forcément ont les mêmes questions, ce qui est normal. Mais c'est vrai que du coup, il y a un moment où toi, ça commence à te sortir par les yeux, quoi, de parler du même truc. Et en effet, bah, il y a un stade où je pense qu'on n'est plus très bon parce qu'on sent la lassitude et on devient pire que les gamins à commencer à compter les minutes jusqu'à la fin de la rencontre. Donc c'est pour ça que je trouve que 3 dans la journée, pas trop souvent, c'est bien. C'est pour que ça reste un plaisir et qu'on reste à la fois enthousiaste et un peu frais aussi. Parce que vraiment, moi, c'est après les vacances d'été, souvent tu fais ta première rencontre et tu es super content d'y aller. Tu dis, ouais, ça m'avait vachement manqué, tu es trop content de voir les enfants et tout ça. Et quand tu arrives en juin, souvent la dernière, tu es là, on va essayer ça, il est temps qu'on s'arrête pour un petit moment. Là. En fait. Oui, mais je suis d'accord aussi avec Betty qu'à chaque fois que j'y suis, je me dis, waouh, enseignant, c'est quand même un sacerdoce. C'est un métier difficile.
Tu me fais une transition parfaite, Naïma, sur la prochaine question que je voulais vous poser à tous les quatre. C'est quelle est votre meilleure et votre pire expérience de rencontre scolaire? Si on devait dans l'instant confidence. C'est ça. Bah, c'est toujours plus rigolo de raconter les pires. Mais pas pire. Après, attends. À la pire, j'en ai une bien. J'ai été invitée, c'était dans le cadre d'un prix, justement. Déjà, c'était le truc où tu sais, tu arrives, la voiture est cassée, donc tu dois tenir le siège pendant tout le trajet d'1 h 30 jusqu'au lieu du salon. Là, on dit, bon, bah, tous les repas sont pris sous la tente sans chauffage. C'était en février avec les repas froids faits par le bénévole. On doit en mettre dans un Airbnb et la dame du Airbnb vient nous voir et nous dit, bon, bah, il n'y a pas de salle de bain pour tout le monde, mais vous allez vous doucher chez mes parents si vous voulez. Là, déjà, tu sens le truc. Bon, j'arrive pour rencontrer ma première classe. Évidemment, il m'en avait collé 3 en même temps, dans un gymnase, avec un micro qui ne marchait pas, parce que c'est toujours comme ça. Et donc, déjà, tu te dis, bon, c'est pas trop, c'est pourquoi j'avais signé, parce qu'en fait, une classe, normalement, c'est une classe. Comme disait Betty, c'est déjà beaucoup, 30 enfants, mais 90, ça devient un petit peu beaucoup. Et du coup, bah, je commence en disant, bah, vous avez le premier truc que je demande quand j'arrive dans une classe, c'est vous avez préparé des questions, mais évidemment, je m'attends à entendre oui. Et là, j'entends non. Et du coup, je dis, bon, bah, il va falloir que vous trouviez des questions, parce que sinon, ça va être long, 1h30. Et personne. Donc, je dis, bon, bah, vous avez 30 secondes. Après, je commence à désigner, parce qu'on ne va pas se regarder comme ça pendant 1h30, ça va être dur. Et là, un enfant lève la main doucement, il fait, vous êtes qui? C'est là où ça va être très, très, très difficile. Non, j'étais pas ravie. J'ai tenu, heureusement que je parle beaucoup, j'ai tenu mon 1h30 et en sortant, il y a un enseignant qui vient me voir et qui me dit « Waouh, c'était super intéressant, ça donne envie de lire vos livres. » Voilà, c'est ce type d'intervention où tu sais pas trop pourquoi tu es là et tu repenses tous tes choix de vie et tu regrettes tout ce que tu as fait au cours de ces derniers mois pendant que tu es là. Bon, après, t'en rigoles ensuite, mais c'est vrai que c'est toujours un peu agaçant, surtout qu'on coûte cher quand même. Je veux dire, on nous fait venir et il y a quand même beaucoup de coûts liés à nos invitations. On nous loge, on nous nourrit, on nous fait venir et puis on paye l'intervention. Donc quand on vient et que ça n'a pas été préparé du tout, tu as en plus un peu l'impression de voler ton chèque. Et en même temps, tu y penses très très fort pendant toute la durée de l'intervention pour tenir jusqu'au bout. Puis tu veux pas être désagréable non plus parce que c'est pas de la faute des enfants. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des collégiens. Et en même temps, tu sais pas si tu dois dire quelque chose devant les... Enfin, compliqué. Donc voilà. Mais on a aussi des interventions qui sont très bien. Et c'est souvent des interventions qui sont... Moi, j'aime beaucoup les interventions avec des grands. Et on a souvent des milieux qui sont un petit peu difficiles parce que c'est souvent eux qui ont les crédits pour nous faire venir. Et ça, c'est à double tranchant. Parfois, du coup, c'est difficile parce qu'on sent qu'il y a un rapport compliqué à la lecture et il y a aussi parfois ce côté du coup un peu agressif vis-à-vis de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Donc, ça dépend complètement le travail que l'enseignant a fait. Mais quand ça se passe bien, du coup, c'est extrêmement satisfaisant et on se sent utile. L'une des dernières interventions que j'ai faites, c'était dans un lycée et vraiment super classe, des élèves très intéressés, très attentifs, plein de questions et un public qui réagit bien. Parce que moi aussi j'aime bien, je n'arrive pas à rester sérieuse très longtemps, donc je raconte mes blagues et je fais un peu d'humour. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des classes qui sont bon public et d'autres beaucoup moins. Donc parfois tu as des grands moments de solitude quand tu as des classes qui réagissent pas trop. En l'occurrence, c'était vraiment super. J'ai même eu des enfants qui sont venus me faire signer des livres pour eux et pour leurs parents après leur rencontre et tout ça. Et l'enseignant vient me voir en disant, bah, ça s'est passé comment? Je dis, ah, bah, c'était vraiment super, c'est une super classe et tout. Elle me dit, non, c'est une classe vraiment très difficile. D'habitude, ils sont vraiment très, très compliqués. Donc, on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que du coup, en plus, on a l'impression de construire un peu un pont entre eux et la lecture et de se dire que peut-être ça pourra débloquer un peu des choses et leur permettre d'aller un petit peu plus facilement vers les livres et enfin voilà. Donc pour moi c'est vraiment les meilleures rencontres, c'est les plus satisfaisantes et c'est aussi celles où il y a des enfants qui sont souvent très attachants parce qu'on sent que ils sont fiers souvent d'avoir réussi à lire le livre et ils sont contents en fait d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien et ça c'est important. Donc, je trouve que oui, on a l'impression de contribuer vraiment à quelque chose et ça c'est satisfaisant. Ouais. On se sent utile quoi. Bah, c'est ça, oui.
Betty, ta meilleure slash pire expérience, et dire tes bonnes pratiques et les écueils à éviter? Alors, la meilleure, c'était ce projet avec une super médiathécaire dans un tout petit village. Elle était vraiment mais passionnée et en fait, donc c'était un projet entre elle et l'école du village. Donc, elle avait sollicité un enseignant qui avait demandé dans sa classe qui voulait écrire avec moi donc ce livre dont vous êtes le héros. Donc, j'avais un groupe avec 7-8 enfants qui étaient vraiment hyper contents d'être là et au taquet, dans les meilleures conditions possibles parce que j'avais la médiathèque quasiment pour moi toute seule avec quelqu'un d'adorable qui était aux petits soins. Dès qu'il y avait un enfant qui débordait un peu, elle venait m'aider pour retrouver le calme et avec des gamins passionnants, quoi, parce que ce qui est hyper intéressant quand on fait des livres dont vous êtes le héros, c'est de les laisser vraiment partir dans tous les sens niveau créativité, avec les embranchements, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression de me nourrir de leurs idées et de petits débats qu'on pouvait avoir sur des moments de notre scénario, sur la vie de nos personnages, etc. Et c'était super. C'était vraiment une super expérience. Et la pire, c'est encore une fois ce lycée agricole-là. Donc j'y suis allée quand même, j'ai eu une dizaine d'ateliers là-bas avec des élèves qui n'avaient pas spécialement envie d'être là. La moitié se disait c'est comme une activité annexe, c'est comme quand on regarde un film en classe, on n'aura rien à faire. Et l'autre moitié avait juste envie de rentrer. Donc Et là, voilà. enfin, j'ai 18 ans, hein, c'est ça? Ouais, 16-18. Et donc en plus, c'était donc entre septembre et décembre, à 1h30 de chez moi. Donc, je passe les jours où j'ai cru que j'allais mourir parce que je partais hyper tôt de chez moi et qu'il y avait un brouillard pas possible sur la route et qu'il y avait un poteau électrique une fois qui est tombé sur la route juste avant moi. Enfin bref, je me suis dit, un jour, je ne vais pas rentrer de ce truc, c'est pas possible. Et alors, le pire, ça a été la fois où le professeur a oublié qu'il y avait atelier. Il a oublié on avait fait un planning vraiment carré depuis le début. Il a oublié, donc en fait, j'ai passé un quart d'heure à le chercher partout, aller à la vie scolaire, aller à l'accueil, etc. Personne ne savait qui j'étais, alors que ça faisait déjà 5 ou 6 fois que je venais dans le lycée. Et puis, elles ont fini par, les dames de la vie scolaire l'ont appelé. Il était en panique au téléphone, en mode je suis chez moi. Les élèves, et en fait, si j'ai croisé quelques élèves que je devais avoir dans le couloir et je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes là? Enfin, on n'a pas cours. Ils m'ont dit, ah, mais non, on ne vous voit pas aujourd'hui, madame. Donc, après avoir fait 1h30 de route et avoir 1h30 au retour, enfin voilà, j'étais un petit peu énervée. Et en l'occurrence, tu l'as fait rentrer dans ton planning, tu l'as facturé comme une... Alors, en fait, je me suis dit, je vais repartir. Et en fait, non, il y avait l'autre professeur qui était présent. Et il se trouve qu'il avait la deuxième classe en cours et qu'il préparait la partie image, illustration, qui devait illustrer l'histoire. Et donc, je me suis dit, cool, je vais improviser un atelier avec eux. Sauf que le moment où je suis rentrée dans la classe, ils m'ont tous regardée, mais comme si j'étais... mais avec une déception dans leur regard, parce qu'ils se sont dit, oh non, au lieu de passer 2 heures à glander sur les ordinateurs, à faire semblant de chercher des images, on va se retrouver à devoir écrire avec celle-ci qu'on ne devait pas voir avant 3 semaines. Et j'ai juste dit, coucou, c'est moi. Ils étaient déçus, mais d'une force. Et ça a été vraiment très, très dur d'aller jusqu'à la fin de l'atelier parce que vraiment, entre le manque de respect, de m'avoir oublié, c'était pas vraiment un manque de respect, mais bon, je l'ai vécu comme ça, forcément. Et puis, les élèves pas du tout contents de me voir. Je me suis dit, mais vraiment, ce projet, vivement qu'il se finisse. Et ouais, ça a été vraiment très compliqué. C'est courageux d'aller au bout. Ouais.
Bon, bah, merci à tous les quatre pour ce premier moment d'échange. Betty va nous laisser. Merci beaucoup pour ta participation, Betty. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission où nous allons parler cette fois des volets administratifs de toutes ces rencontres et puis d'un sujet important qu'on a commencé un petit peu à aborder qui est bien sûr la tarification de toutes ces rencontres. À tout de suite. Merci à vous. Au revoir. Bienvenue à Frédéric Maupaumé, auteur, qui nous rejoint pour cette seconde partie de vidéo live sur les rencontres scolaires. Bienvenue Frédéric. Bonjour. Je remarque que tu me fais venir pour les parties chiantes. Donc, dès que ça parle facturation, c'est pour ma gueule. C'est ça. Je sais que tu fais beaucoup d'interventions scolaires. On va dire tu vas nous présenter ce que tu fais. Et puis oui, en effet, si tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe d'un point de vue administratif, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Voilà. Ça marche. C'est un sujet vaste, hein, donc je ne vais pas pouvoir tout à fait tout détailler quand même. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que il ne faut pas être trop stressé parce que la plupart des auteurs ne font pas ce que je dis et ils ont tort, mais ce n'est pas grave. Ils peuvent changer et se retrouver dans les clous. En fait, on a tout un écosystème en fait, qui est globalement pas dans les clous et ça génère quand même une insécurité fiscale, une insécurité juridique. Et voilà, je pense que c'est normal. Moi-même, je n'étais pas du tout dans les clous pendant des années. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. Maintenant, on a un cadre à peu près clair et je pense qu'on peut tout simplement dire « Ah ben bon, c'est comme ça qu'il faut faire, je vais faire comme ça », sans se stresser parce qu'on n'a pas fait comme il fallait pendant longtemps. Alors, ceci étant dit, la première chose, c'est la relation contractuelle en fait, hein, qui va lier la structure qui vous accueille et vous, auteur ou autrice. D'une manière générale, c'est quand même une bonne idée, et c'est la plupart du temps le cas, d'avoir une convention ou donc une convention écrite à l'avance. Ça vous protégera en cas de problème éventuel. À défaut, un contrat, une convention, parce que dans certains cas, en fait, on peut avoir un contrat de travail également. C'est nécessaire. Si jamais vous n'avez pas tout ça et que vous avez des difficultés, vous pouvez toujours essayer de faire quelque chose à partir des échanges de mails, hein, s'ils sont assez précis, s'ils mentionnent des montants et des choses comme ça, on peut se rabattre là-dessus, mais c'est quand même pas très sûr. Le mieux, c'est d'avoir vraiment un truc qui est carré, qui est posé, une convention écrite, qui mentionne les tarifs, vos engagements à vous, etc. Et dans ce cas-là, Frédéric, c'est toi qui la propose, c'est-à-dire c'est toi qui envoies à l'établissement en fait la convention, ou au contraire, c'est à eux de la fournir? C'est rarement moi, ça m'arrive qu'on me demande d'en fournir une, mais la plupart du temps, en fait, les établissements ou les associations ont des conventions qui sont prêtes. Et à dire vrai, quand on me demande une convention, je prends une que j'ai reçue, je regarde s'il y a des trucs qui m'embêtent ou qui a bougé, et j'utilise celle-là, en fait. Sur ce volet contractuel de convention, Mimi, David, Naïma, c'est comme ça que vous fonctionnez, ou complètement freestyle et en fait vous intervenez sans document encadrant, on va dire? Alors, il y a vraiment deux cas de figure différents, à savoir que quand c'est organisé par un salon, c'est vrai que la convention arrive assez... C'est un peu un incontournable. Par contre, quand c'est une école qui vient me solliciter via justement mon blog, mon mail, on me demande de faire un devis. Après, ce devis, il va passer en commission et être accepté ou pas. Et ce devis, moi, je l'établis évidemment au tarif de la charte. Voilà. Et donc, du coup, Frédéric, le devis peut faire office, on va dire, de contrat de convention en l'absence de Ouais, fait. mais il faut que vous récupériez un devis qui soit signé, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, signé, tamponné, etc. Et dans ce cas-là, ça. Mais c'est moins encadrant qu'une convention, notamment s'il y a beaucoup des transports, des choses comme ça. Mais enfin, oui, c'est possible. Après, on est à l'égalité encore. Oui, quand je dis devis, moi, on me demande donc un devis et après, on me demande une facture qui correspond au devis d'ailleurs. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Qui est, comme tu disais, Frédéric, tamponné par la mairie. Il y a le tampon avec la signature du maire ou du. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect contractuel. Après, il faut être payé.
ça, je veux dire, parce que tout le monde fait ça pour amour de l'art et amour des enfants, mais il y a un moment, il faut quand même être payé. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir établir une facture. Et je dis bien une facture, pas une note de droit d'auteur ou un truc, je sais pas, qui n'a pas grand sens. En fait, la seule manière dans les clous d'être payé, c'est d'établir une véritable facture, une facture avec le formalisme des factures. Alors, ce n'est pas un formalisme énorme, mais en gros, il faut qu'il y ait une identification de vous, une identification de la structure qui vous accueille, ou de l'école, ou quelle qu'elle soit. Il faut qu'il y ait mentionné votre rapport à la TVA. Donc, ça veut dire soit votre numéro de TVA si vous êtes redevable de la TVA, soit si vous êtes ce qui est le cas de la plupart des auteurs, en dispense de TVA, vous mettrez article 293B, etc., comme quoi vous êtes hors TVA. Il faudra donc, si vous n'avez pas de numéro TVA, votre numéro SIRET, parce qu'il y a besoin de vous immatriculer en quelque sorte. Il y a aussi un formalisme, en fait, normalement, bon, il faut les dates, etc. Mais il y a un formalisme aussi dans les numéros de facture, en fait, puisqu'en fait, vous êtes censé établir des factures avec une chronologie à travers l'année. Voilà. Alors, pour pas trop s'embêter, soit vous le faites vous-même sur Word, vous prenez des templates de factures, ça existe. Soit il y a des services en ligne de facturation gratuits. En gros, vous rentrez vos coordonnées, etc. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. Moi, j'en utilise un, mais il y en a vraiment beaucoup de différents. Alors, la question qui va se poser tout de suite, c'est si vous n'avez pas de numéro SIRET, comment on fait? Alors là, ça va devenir la catastrophe assez rapidement. Mais Mimi, tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir par rapport aux facturations. Moi, je ne suis pas du tout comptable dans l'âme et ce qui me sauve à chaque fois, c'est l'outil magique de la charte. Parce que sur la charte des auteurs, sur leur site, il y a comment recevoir un auteur et dans cette occurrence-là, il y a aussi donc ce qu'on appelle l'outil magique. Et on rentre la somme brute et ça calcule toutes les retenues, voilà. Oui, ça tu parles dans le cas où on n'a pas de dispense de précompte, mais ouais, j'y viendrai après là-dessus. C'est vrai que ça complique un peu la facturation quand on n'a pas de dispense de précompte, parce qu'il faut que la structure qui vous accueille précompte les cotisations sociales. Donc, Frédéric, donc là, si on n'a pas de SIRET, on ne peut pas faire de facture. Ça, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, et moi, ça a été mon cas aussi pendant longtemps, j'ai fait des factures complètement hors la loi avec des structures qui les acceptaient et qui me payaient. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et ça marche de moins en moins comme ça, puisqu'une grande partie des structures accueillantes sont passées sous Chorus Pro, par exemple, et ont des comptables qui regardent un peu les papiers plus sérieusement qu'avant et qui disent qu'est-ce que c'est ce papier que vous me donnez, il est hors de question que je paye ça. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir de me battre avec des alors que j'avais tort, je ne le savais pas, mais de me battre avec des administratifs qui me disaient mais non, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vous payer avec votre truc. Et voilà, donc si on n'a pas de numéro SIRET, on peut quand même faire des rencontres, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir faire un véritable contrat de travail. Ça m'est arrivé, en général c'est avec une mairie ou un truc comme ça, ça ne va pas être avec une école, mais on peut avoir un contrat de travail, mais ce n'est pas du tout intéressant puisque notre régime, ce n'est pas un régime de salarié. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve à payer les cotisations sociales comme paye un salarié, ce n'est pas dans notre régime, etc. Mais c'est une possibilité qui existe. Voilà. Et pour avoir un numéro de SIRET, du coup, il faut être en BNC, c'est ça, et pas en traitement et salaire. C'est pas tout à fait ça. En fait, avoir un numéro SIRET, c'est simplement une question d'identification d'activité professionnelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une activité qui va générer des revenus et on va facturer des structures, en fait, on a une activité professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça à plein temps. Ça ne veut pas dire que c'est même notre revenu principal ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire la démarche de demander un numéro SIRET et à partir du moment où on l'a, même à partir du moment où on a fait la demande, on peut déjà faire des factures en mettant numéro SIRET en cours, etc. Donc, mais ça n'oblige pas à déclarer en traitement et salaire ou en bénéfices non commerciaux. Le SIRET vous contraint à rien. Par contre, il y a quand même une contrainte au niveau de la déclaration, mais justement, je vais y arriver après. Après, sur la question sociale. Si on veut faire simple, c'est si on veut faire des interventions scolaires et faire des vraies factures
légal, il faut un numéro de SIRET, il faut l'avoir fait la demande de ce numéro. Oui, c'est ça. Moi, voilà, si vous voulez faire une facture, il n'y a pas de choix. Je veux dire une chose, je crois que justement, en plus, maintenant, je crois que quand on travaille avec les établissements scolaires, les mairies, etc., je crois qu'il faut forcément passer par le portail Chorus Pro. Et je crois, je me souviens bien, qu'il faut mettre son numéro de SIRET, justement. Donc, vraiment, c'est quasiment incontournable d'en avoir. Enfin, il faut vraiment en avoir un, je pense. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler, Frédéric, la démarche pour le demander, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas au courant? Bien sûr. C'est un peu long d'expliquer dans les détails, mais schématiquement, il y a un site internet qui s'appelle le Centre de formalité des entreprises. C'est là-dessus qu'on dépose la demande de numéro SIRET. Ce à quoi il faut faire gaffe, c'est bien de cliquer. Moi, je suis artiste-auteur ou artiste-autrice, mais comme il n'y a pas le féminin, vous mettrez artiste-auteur. Et après, il y a plein de tutoriels qui existent en ligne pour demander un numéro SIRET. Il y a juste un point de détail qui est important, c'est sur la TVA. Grosso modo, comme si vous débutez votre activité, vous serez en franchise de TVA. Donc voilà, il y a un truc auquel il faut faire attention au niveau de la TVA. Mais c'est tout. C'est pas bien compliqué. Après, il y a la question du traitement social, c'est-à-dire du point de vue d'URSSAF, en fait, de nos cotisations sociales, des rencontres scolaires. Alors, première bonne nouvelle, c'est complètement dans notre régime et c'est une activité principale. Voilà. Donc ça, c'est quand même cool. Ça n'a pas toujours été le cas comme ça, hein. Mais c'est notre activité principale. La plupart du temps, les rencontres qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une lecture, présentation d'ouvrage ou présentation du travail de l'auteur, ce genre de choses-là. Donc, ça rentre complètement dans le régime. Sinon, on fait des ateliers d'écriture ou des ateliers de dessin, c'est possible aussi, et c'est aussi dans le régime. Donc, comment ça se passe au niveau des cotisations sociales? Là, il y a deux options. Soit vous avez une dispense de précompte. Voilà, pour avoir une dispense de précompte, c'est l'URSSAF qui vous donne le papier si vous déclarez en bénéfices non commerciaux. Soit vous n'en avez pas, soit vous en avez une, mais vous avez oublié de la donner à celui qui va vous payer. Alors, si l'organisme qui vous paye n'a pas votre dispense de précompte, il est obligé de précompter les revenus. Il n'a pas le choix. Précompter les revenus, ça veut dire que c'est lui qui va faire la retenue, la retenue pour votre retraite, etc. Le problème de ça, c'est que suivant la manière dont vous déclarez vos impôts, en fait, il va trop précompter. Et donc, vous allez devoir ensuite régulariser votre situation vis-à-vis de l'URSSAF en disant oh là là, j'ai trop précompté. Voilà. Donc, moi, de mon point de vue, le plus simple, c'est de faire une facture, d'être en dispense de précompte et de faire votre déclaration URSSAF en même temps que toute votre déclaration URSSAF. Et à ce moment-là, vous paierez vos cotisations sociales URSSAF. Parce qu'il n'y a pas d'aller-retour, de machin, de dire ah, j'ai trop payé, j'ai ceci, j'ai cela. Tu es obligé d'être en BNC pour le coup, pour pouvoir demander la dispense de précompte. Et j'y viens, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce qu'en fait, une rencontre, en résumé, et petit rappel, nos revenus peuvent être, les revenus en général d'ailleurs, qui vont nous concerner, peuvent être déclarés en traitement et salaire ou en bénéfices non commerciaux. Sauf qu'on ne peut pas tout déclarer en traitement et salaire. En fait, c'est même extrêmement limitatif. Ce qu'on peut déclarer en traitement et salaire, la seule chose qu'on peut déclarer en traitement et salaire, ce sont les droits d'auteur, strictement. Et les droits d'auteur, pas n'importe lesquels, mais ceux qui sont versés par vos éditeurs, par les organismes de gestion collective, genre SOFIA, ADAGP, SCAM, SACD, etc. Et les producteurs, si vous avez un rapport avec l'audiovisuel aussi. Et ça, il n'y a que ça que vous pouvez déclarer en traitement et salaire. Tout le reste, c'est obligatoirement des bénéfices non commerciaux. Il n'y a pas le choix. C'est une question qui a été... il y a eu des choses qui sont sorties depuis 2019 là-dessus, mais là, pour le coup, depuis le début d'année, même sur servicepublic.fr, c'est écrit en gros, il y a un grand panneau « Attention » avec une flèche bleue, voilà. Donc, en fait, vous devez déclarer en bénéfices non commerciaux vos rencontres scolaires, que ce soit un atelier, parce qu'un atelier, ce n'est pas du droit d'auteur, donc ça résout le problème, ou si vous faites une présentation de votre travail ou une lecture publique, etc., dans ce cas-là, ça peut être du droit d'auteur. Mais malgré tout, comme ce n'est pas versé par un éditeur, un producteur ou un OGC, ce sera aussi des bénéfices non commerciaux, il n'y a pas le choix. Et donc après, d'un point de vue fiscal, vous pouvez très bien faire une déclaration mixte, si vous en avez envie, c'est-à-dire une déclaration avec vos revenus d'éditeur
en traitement et salaire, vos revenus de rencontre scolaire en BNC, ou alors tout en BNC. C'est les deux options qui s'ouvrent à vous du point de vue fiscal, sauf si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut arriver, vous avez été salarié pour faire un atelier d'écriture, par exemple. Dans ce cas-là, ça rentrera évidemment dans le traitement et salaire. D'accord. Et si vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez maintenant faire les choses comme il faut. Il n'y a pas de... David, par exemple, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que c'est comme ça que tu fais déjà? Est-ce que tu l'as appris et changé par rapport à tout ce poids administratif, cette complexité de notre stavut? C'est à moi que tu demandes, oui. 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 Bah oui, parce que Frédéric, c'est mon scénariste, alors il m'a tout expliqué. Ah bon, ça va. Tu avais le consultant à domicile, en fait. Non, mais moi, j'ai un compte en Suisse, donc... Non, bon, bref. Oh. Attention à ce que tu dis, là. C'est quand même enregistré. Oui, non, je fais ça, oui. Non, sauf que je mettais note de droit d'auteur, moi, au lieu de mettre facture, mais bon. Désormais, je mettrai facture. Mais oui. Sinon, voilà. Depuis ce que je disais tout à l'heure par rapport à Chorus Pro, il y a ce système là, par lequel on doit passer depuis 2 ans, je crois maintenant, 2-3 ans. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux, je trouve. Mais sinon, oui, je fais comme ça. Oui, je crois qu'il a tout bien expliqué. Je n'ai pas tout à fait fini, mais... Qu'est-ce que tu as oublié? Mimi, toi, voilà, c'est ce que tu fais, c'est toujours ce que tu as... Non, moi je suis pas du tout dans les clous. Pour l'instant, je suis en traitement et salaire. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais il y en a qui... Tu peux changer. Non, non, mais il faut reconnaître quand même que l'article qui gère notre possibilité de déclarer en traitement et salaire, c'est un article qui n'était pas d'une clarté totale. C'est pour les fans du Code général des impôts, c'est le 93.1 quater. Moi, je l'ai lu beaucoup de fois, c'est pour ça que je connais son numéro, mais il n'était pas d'une grande clarté, il faut le reconnaître. Les précisions qui ont été demandées, etc., voilà, maintenant c'est à peu près net. Moi, je trouve que quand même, pour le coup, dans le rapport à l'URSSAF, dans le rapport avec nos différents organismes, c'est plus simple en fait d'être tout en bénéfices non commerciaux. Ça génère aussi une hausse de reste à vivre, mais ça fait aussi que vous cotisez un peu moins. En gros, on paie 25% de cotisation en moins à peu près quand on est en bénéfices non commerciaux par rapport à quand on est en traitement et salaire. Voilà. Je trouve que c'est plus simple, il y a moins à faire ses allers-retours avec URSSAF, ou sinon vous perdez de l'argent. Voilà. Il y a un point que je n'ai pas abordé, qui est sympa, c'est la question de la TVA. Alors heureusement, ça ne concerne pas beaucoup d'artistes-auteurs, mais ça en concerne quand même quelques-uns. Donc, la plupart des auteurs la plupart en tout cas des auteurs, des écrivains, on va dire, sont en franchise de TVA. Donc, ils mettent sur leur facture article de 293B, etc., du Code général des impôts, et ils sont hors TVA. Par contre, il y a un certain nombre d'auteurs qui, soit parce que leurs revenus sont trop élevés, soit parce qu'ils ont fait le choix, sont redevables de la TVA. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait le choix d'être redevable de la TVA? Parce que c'est chiant d'un point de vue comptable, d'être redevable de la TVA, parce qu'on a des frais en fait. C'est le cas notamment d'illustratrices voilà, ou de dessinateurs qui simplement ont pour leur boulot des frais importants et ça les intéresse d'acheter hors taxe. Je sais pas, entre une Cintiq hors taxe et une Cintiq TVA, il y a 20% sur la différence du prix, ça peut être intéressant. Mais c'est beaucoup plus chiant d'un point de vue comptable, il faut le reconnaître. Alors, quels sont les taux de TVA du coup qui sont applicables? En fait, si on fait une lecture présentation d'ouvrage, on est dans le cadre du droit d'auteur, donc on est à 10% de TVA. Si on fait par contre tout ce qui est de l'ordre de atelier d'écriture, atelier d'illustration, etc., c'est 20% de TVA. Et donc, ça augmente, ça génère une augmentation pour la structure qui vous reçoit de 10 ou de 20%. Les tarifs de la charte sont hors taxe, et c'est bien précisé au niveau de la charte que les tarifs sont hors taxe.
Voilà, mais en tout cas, c'est à peu près ça. C'est souvent 10% de TVA en fait, que vous allez appliquer. À partir du moment où vous parlez de votre travail ou de vos livres, c'est souvent 10% de TVA. Mais quand on est dans le cadre strictement d'atelier, normalement, c'est 20% de TVA. Question, à quel moment est-ce qu'on est redevable de la TVA? Je te remercie de me l'avoir posé. Outre le fait que on peut choisir, y compris avec des revenus faibles, hein, d'être redevable de la TVA. Notamment, il y a des graphistes où c'est le cas, par exemple. Il y a des gens qui ont des multi-activités qui choisissent d'être redevables de la TVA parce qu'ils ont des frais lourds et donc ils sont en frais réels et donc avec la TVA. Sinon, en fait, on est obligé, à partir d'un certain montant de revenus, de tête, si on a des revenus de droits d'auteur qui sont au-delà de 44 500 € bruts, ou est-ce que c'est brut? Je ne sais plus, mais c'est de l'ordre de 44 500 €. Dans ce cas-là, on devient redevable de la TVA. Obligatoirement, il n'y a pas le choix. Pour l'année d'après. Après, il y a aussi un seuil où si on franchit, on est redevable le mois d'après. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête. Il y a un deuxième seuil particulier pour tout ce qui est hors droit d'auteur, qui est un seuil d'environ ou d'exactement même 18 000 €. Si on le franchit, ben là aussi, on se retrouve redevable de la TVA. Et voilà. Alors, c'est des sujets un peu compliqués, c'est dur de résumer en 2 minutes, mais voilà. Non, mais tu nous as bien éclairé sur le sujet, là. Déjà, je pense que, je sais pas, Naïma, si tu as appris des choses ou si toi, c'est déjà ce que tu faisais. Non, moi j'ai déjà eu l'horrible réalisation il y a quelques années que je faisais pas ce qu'il fallait parce que comme tout le monde, on m'avait dit oui, non mais c'est bon, tu fais en TS et tu mets juste bien sur ta facture, c'est une lecture et présentation publique de tes œuvres. Donc j'ai fait ça pendant un moment. Comme tout le monde, j'ai fini par tomber sur une structure qui m'a dit ah non, il faut un numéro de siret, où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et c'est quoi, c'est dingue. Mais j'avais quand même pris un numéro de siret, donc de fait je l'avais. C'est vraiment pas compliqué à demander, je sais, ça fait peur à beaucoup de gens, mais en fait la démarche est vraiment très simple et ça s'obtient assez rapidement. Et en effet, ça change rien. Moi, j'ai eu ce numéro de siret du coup pendant des années dont je me suis pas servie. Et d'un coup, oui, il y a 2 ans, du coup, j'ai compris qu'en fait, le traitement et salaire, c'était peut-être pas une bonne idée. Et donc, moi, je suis passée en BNC pour l'intégralité, en grande partie juste parce que je suis vraiment nulle avec les chiffres. Moi, si je fais 2 fois de suite une addition avec une calculatrice, je ne vais pas obtenir le même résultat. Donc, du coup, j'avais toujours l'impression d'être dans l'illégalité, de faire n'importe quoi, et ça me donnait des sueurs froides qu'on vienne regarder ce que j'avais fait. Donc les BNC, c'est beaucoup plus simple. Du coup, tu fais juste, voilà, tu mets juste les chiffres en entier et après, ils font leurs calculs. Voilà. Donc, moi, je suis passée à ça et je ne regrette pas. C'est beaucoup, beaucoup plus simple pour moi. Et du coup, ça a unifié le système pour les animations et pour mes rapports avec mes éditeurs. Et en effet, en plus, on y gagne un petit peu. Donc, vraiment, il y a en effet un certain seuil au-delà duquel ça devient plus compliqué, mais pour la plupart d'entre nous, le BNC est quand même vraiment intéressant, à mon avis. Bon, après, ça fait un peu peur d'y aller. Sur le moment, on se dit donc, ouais, je me lance et on commence à essayer de tout regarder, mais en effet, il y a pas mal de tutos maintenant sur Internet. On parle beaucoup de ça sur le Facebook de la charte. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Florence Hinkel a fait un petit résumé de tout ce qu'il fallait faire sur son site qui est bien fait, qui est très pas à pas et qui peut aider si on a peur de se lancer. Mais en fait, ça va, c'est vraiment pas si compliqué que ça au final. D'accord, super. Un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est la tarification. Alors, on a un petit peu commencé à l'aborder. On a parlé des tarifs chartes. Ce que je me demandais, c'est est-ce que vous appliquez les tarifs chartes ou est-ce que vous arrivez en fait à être au-dessus? Si oui, est-ce que c'est venu graduellement? Mimi, toi peut-être qu'il y a pas mal d'expérience. Moi, j'applique vraiment le tarif charte, prix journée, prix demi-journée. Et c'est vrai, quand on annonce le brut, je crois qu'il est à 453 pour une journée, ça peut paraître beaucoup, mais il faut expliquer après qu'on ne se le met pas direct dans la poche, quoi, que, voilà, que nous ne sommes pas salariés. Et que... Mais je conçois que pour une structure, ça puisse paraître un chiffre important. Mais heureusement qu'il y a cette tarification de la charte. Moi, jamais j'oserais demander, entre guillemets. Non. Là, après, je me réfère, je dis, ben voilà, j'appartiens à la charte, j'applique c'est ce barème, point barre, quoi. D'ailleurs, tarif qui est repris par le CNL sur les interventions scolaires. Ce qui est intéressant aussi à mettre en avant, je trouve.
Oui, et d'ailleurs, normalement, si les structures, les associations ne payent pas au tarif charte, les subventions CNL sautent en fait, hein. Donc, c'est quand même un soutien important. Mm. David, toi aussi, tu factures au tarif charte ou Oui, toujours, oui. Oui. c'est Toujours. vraiment la référence, quoi. Ouais, c'est vraiment la référence. Et quand même, très souvent, même les structures qui invitent, les établissements le connaissent, ce tarif, hein, et le pratiquent, et le proposent spontanément. Donc, oui, sinon, bah, oui, non, mais vraiment les trois quarts du temps, enfin, les 90% du temps, oui, les gens connaissent, sont au courant, et donc il n'y a pas de problème. Frédéric, est-ce que toi, tu as déjà facturé au-dessus du tarif, ou alors c'est pareil, tu es sur cette référence qui fait l'unanimité sur le marché? Alors, j'ai déjà facturé en dessous, en fait. Ou en dessous? Non, mais parce que... Traître Non, à non, la mais... cause. Non, il y a une époque où, alors, parce que la Maison des écrivains et de la littérature avait un dispositif qui s'appelait l'année littéraire. Bon, la Maison des écrivains et de la littérature est dans la détresse en ce moment. Et le tarif de la MEL était légèrement en dessous du tarif charte, mais de l'ordre de, je sais pas, 10 ou 20 balles, hein. Donc il m'est arrivé d'être payé au tarif MEL parce que c'était le partenariat qu'il y avait avec la structure. Être payé au-dessus, en fait, ouais, ça, si je ne dis pas de bêtises, non, je ne crois pas qu'il y a un tarif charte pour les lectures publiques, mais il y a un tarif CNL pour les lecteurs publics. Et dans ce cas-là, suivant ce que je fais dans ma lecture publique, ça m'arrive d'être payé au-dessus, mais parce que c'est aussi au-delà de la simple lecture, quoi. En général, ça veut dire qu'il y a de la musique, des machins, il y a du matériel qu'il faut que j'amène, des tas de choses, des choses au-dessus. Et dans ce cas-là, ça m'arrive d'être au-dessus, mais pas pour les rencontres scolaires. Parce qu'on voyait tout à l'heure avec Betty, c'est vrai qu'entre une rencontre question-réponse sur un ouvrage et la création d'un escape game avec des enfants ou d'un livre, en fait l'écriture d'un livre avec eux sur plusieurs séances, c'est vrai que c'est pas le même travail aussi pour l'auteur. Donc c'est vrai que les tarifs CNR, les chartes sont bien indiqués comme un minimum. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, en tout cas avec vous, on voit qu'en fait on l'intériorise comme une référence et qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Non, mais après, pour moi, le tarif, c'est un tarif de rencontre avec ce qu'il peut y avoir autour, etc. Si on te demande d'écrire un bouquin à côté, dans ce cas-là, tu sors complètement du tarif. Et ça ne me poserait pas du tout de problème de sortir du truc. Et quitte à l'évaluer en nombre de journées chartes, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un problème. Par contre, pour aller voir juste des scolaires, moi, je n'ai pas facturé au-dessus. Naïma? Moi, je suis aussi au tarif charte. Déjà, en effet, c'est très pratique parce que si on doit commencer à négocier, déjà qu'on doit négocier chaque contrat avec nos éditeurs. Mais c'est vrai que là, ça a un côté extrêmement confortable de juste dire qu'on est aux conditions de la charte. Surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que c'est pas vraiment, on dit pas qu'on est au tarif charte, on dit qu'on est aux conditions de la charte, ce qui fait que ça englobe beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé de détailler, à la fois le prix, ou comme Mimi disait tout à l'heure, aussi le fait qu'on va pas dormir sur le canapé de Marcel et Germaine qu'on connaît pas, et aussi le fait qu'on s'attend à être nourri, parce que parfois ça n'est pas pris en compte, et qu'on va pas payer notre billet de train, ce genre de choses. Même si, bon, on a quand même parfois des surprises parce que presque toujours, en effet, quand on nous contacte, on nous dit qu'ils sont aux conditions de la charte, on dit oui, et puis 3 mois après, on reçoit le truc du genre, ah oui, mais alors en fait, on a 8 chambres d'hôtel pour les 23 auteurs invités, donc en fait, vous préféreriez dormir où? Et toi, tu es là, bah, ça va être l'hôtel ou rien, parce que voilà. mais du coup, je trouve que ça oblige moins à devoir discuter et pinailler. Et bon, c'est quand même déjà un tarif qui est assez important, surtout en effet par rapport à ce qu'on est payé d'habitude pour faire d'autres choses. Ça représente quand même une somme, donc tu te sens pas vraiment lésé. Après, bon, c'est vrai que si tu as énormément de travail en dehors des heures où tu es là et où tu dois en effet créer tout un truc et écrire à côté ou faire un travail de correction ou de choses comme ça sur des travaux d'élèves, je pense que là, oui, tu peux rajouter des demi-journées ou des choses comme ça pour prendre en compte le travail que tu fais à l'extérieur de l'intervention. Ça, c'est à négocier. Je connais 2 ou 3 auteurs qui se font payer plus que le tarif de la charte, mais je pense que ça reste assez exceptionnel quand même. Super, je vous propose de peut-être finir ce vidéo live en répondant à quelques questions qu'on a reçues
de nos internautes. Alors la première, donc c'était une personne qui nous écrivait « Je peine à négocier la limite à 3 interventions par jour. Quels seraient vos conseils ?» Alors on l'a abordé là, le 3 versus 4. Je sais pas, David, toi qui nous en as parlé tout à l'heure là, sur justement dire qu'on on essaie de passer la 4e. Comment tu fais pour limiter justement? Heureusement, je ne suis pas obligé de limiter. Le maximum, souvent, c'est 4 hein, quand même. Donc, bon, c'est vrai que je ne dis pas, non, j'en ferai que 3. Enfin, j'avoue que je négocie pas grand-chose. Donc, oui, je n'aurais pas trop de conseils à donner. Enfin, c'est assez compliqué, hein, parce qu'évidemment, ils invitent, ils veulent qu'il y ait beaucoup de demandes de classe. Rentabiliser, souvent, voilà, rentabiliser, on va dire comme ça, ouais. Donc, je peux comprendre. Après, voilà, idéalement, c'est vraiment mieux d'en avoir uniquement. Enfin, 3, c'est vraiment le chiffre maximum, je trouve. Hein. Ça m'est arrivé d'en faire 5. Hein. C'est vraiment l'enfer. Oui. Et vraiment, la 4e, comme on disait tout à l'heure, à la 4e, on ne sait plus ce qu'on a dit. Enfin, c'est vraiment c'est un peu insupportable. Hein. Mimi, tu aurais des conseils là-dessus? Oui, ce qui est possible de faire, c'est que quand il y a un petit effectif de classe, on peut peut-être réunir 2 classes en même temps s'il y a l'espace suffisant, ce qui fait qu'on fait une rencontre pour 2, entre guillemets. Voilà, ça, moi, ça m'est arrivé. La 4e classe, en fait, tu la redispatches peut-être sur les 3, si c'est faisable. Oui, non, mais plutôt prendre 2 classes en même temps s'il n'y a pas un effectif délirant non plus, parce que, voilà. Mais c'est une bonne façon de s'en sortir, sans dire non en frontal. Alors, moi, au pire, j'en ai fait 6. Hein. J'étais jeune, mais en tant que social. Et alors, j'en ai fait 6 et c'était un des trucs où j'étais payé au tarif Maison des écrivains et de la littérature. Donc en plus, c'était vraiment la catastrophe. Hein. Mais je le referai plus en fait. Hein. C'était horrible. 2 jours à 6 rencontres. Ah oui, je ne savais plus où j'habitais. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est une question du temps que je passe avec les élèves en fait. Et moi, j'aime pas quand je fais moins d'1 heure et demie en fait avec une classe, y compris avec des petits. Donc, à partir du moment où tu dis que en fait, tu vas passer 1 heure et demie avec les classes, ça devient compliqué dans le cas les 4 en fait hein, aussi. Hein. Donc en général, c'est ce que je dis quand on me pose la question. Voilà. Après, je dis. Une autre façon, c'est d'allonger la durée, quoi. De dire, voilà, oui, après, c'est aussi parce que moi, ça me correspond. Voilà, j'ai besoin de temps parce que je suis hyper bavard. Hein, et que, en plus, si je veux caler du dessin un peu, un atelier sur la narration, un machin, un truc, ça prend du temps, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, seconde question que nous avons reçue. Je vous la lis, brute de décoffrage, elle est un peu longue, mais c'est intéressant, je trouve. J'ai entendu dire que les interventions scolaires sont une source de revenus importante pour les auteurs, mais je n'ai aucune idée de comment faire en tant que débutante n'ayant qu'un ouvrage non jeunesse de publier pour pouvoir en faire. Est-ce que les écoles nous invitent quand on devient, entre guillemets, célèbre ou bien est-ce aux auteurs, autrices de démarcher les établissements du coin? Alors, on a un petit peu parlé avec Betty tout à l'heure. Naïma, toi, tu conseillerais quoi en fait? En fait, quand on n'a pas d'ouvrage jeunesse, c'est vraiment compliqué parce que du coup, tu ne peux pas vraiment avoir de rencontres dans les écoles vu que tu n'as pas d'ouvrage adapté. Après, tu peux avoir genre, des rencontres tout publiques dans des librairies, des choses comme ça, mais il y en a rarement et c'est très rarement au tarif de la charte pour le coup. Parce que je sais que c'est une vraie question. Après, le plus simple, c'est si on veut vraiment faire ça comme objectif, c'est de passer vers l'édition jeunesse. Après, en effet, le début est toujours un peu long pour arriver à se faire inviter. Et moi, c'est ça, j'ai commencé avec des livres qui étaient vraiment borderline en young adult. Et j'étais quasiment pas invitée. Je crois que j'ai eu une première invitation, ça faisait peut-être 3 ans que je publiais. Parce que oui, plus on monte en âge, moins il y a d'invitations. Après, en effet, on peut démarcher, il y a des différentes techniques. Ce que fait Betty, je suis sûre que ça doit fonctionner. Après, c'est très chronophage et il faut aussi avoir l'esprit pour aller faire ce genre de choses que je pense que tout le monde oserait pas. Moi, en fait, j'avais opté pour une technique qui était un peu entre les deux.
je regardais des endroits qui me semblaient intéressants, j'essayais de trouver les coordonnées par exemple, de la personne qui s'occupait de la programmation de festival et je demandais à mon éditeur d'envoyer un livre là. Ça marchait bien. C'est ce que j'ai fait pendant 2-3 ans et en effet, tous les endroits quasiment où j'ai fait envoyer un livre m'ont invité par la suite, parfois pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Après, il se trouve que bon, bah, moi, j'avais pas vraiment besoin des rencontres pour vivre, donc maintenant, j'attends qu'on m'invite quelque part. Et je démarche plus, mais c'est vrai que c'est tout à fait possible de démarcher. Après, il faut voir aussi que, bah, encore une fois, c'est beaucoup de temps passé et c'est des efforts à déployer. Donc, bah, il vaut mieux commencer ça quand on a un ouvrage qui est adapté pour des niveaux qui sont susceptibles d'inviter. Évidemment, ça va être le niveau primaire ou maternel qui vont inviter le plus. En collège, on a encore un certain nombre de rencontres, mais moins. Et après, quand on monte au niveau lycée, ça devient vraiment très, très rare d'en faire beaucoup. Donc, voilà, après, il faut s'adapter. Mais juste avec un titre adulte, je pense qu'en effet, c'est compliqué d'arriver. Peut-être si elle démarche des écoles qui sont vraiment genre dans sa ville pour parler du métier d'écrivain ou pour faire un petit atelier d'écriture, c'est pas impossible, mais à ce moment-là, ça nécessite vraiment d'y aller pour parler peut-être avec les directeurs d'établissement, ce genre de choses. Ça va nécessiter vraiment un travail de démarchage. Oui, on est plus sur l'atelier d'écriture. Bah, je pense, oui, enfin sur l'écriture en général, mais en tout cas, au lycée, peut-être, ça dépend aussi de ce qu'on appelle littérature adulte, hein, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait lisibles par des enfants qui sont au lycée. Après, si c'est un truc qui est vraiment, vraiment pour adultes ou avec des thématiques un peu dures ou ce genre de choses, ça passera pas du tout dans les écoles de toute façon, même dans des grands niveaux. Donc, voilà, après, c'est à voir, mais c'est sûr que c'est la pire configuration pour faire ça, sans doute. Mais bon, si elle a qu'un seul livre sorti, c'est que c'est le démarrage de sa carrière, sans doute. Donc après, bah, réfléchir sur quel autre livre partir par la suite, peut-être en gardant en tête ce paramètre aussi, qui en effet peut être un paramètre à garder en tête si on compte vivre de son écriture, parce que c'est vrai que c'est un complément de revenu qui est, comme on l'a mentionné plusieurs fois, appréciable et qui peut vraiment faire une différence, surtout quand on démarre sa carrière et qu'on ne vend pas encore des quantités de livres très importantes. Ouais. Mimi, David, Frédéric, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette dernière question? On est content que la Covid peut-être s'éloigne là parce que ça a été quand même voilà, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais même globalement par rapport à tout ce qu'on a dit. Non, mais moi j'ai des conseils quand même sur les. Alors effectivement, d'une manière générale, les dispositifs d'éducation artistique et culturelle, qui sont ceux avec lesquels on va faire les rencontres, marchent plutôt très bien à l'école primaire. Et déjà au collège, c'est plus compliqué et au lycée, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Alors, il y a quand même des travaux dans le sens de faire justement d'aller plus haut que l'école primaire, c'est-à-dire collège et lycée. Mais ça reste difficile, en fait, c'est pas les mêmes interlocuteurs, etc. Moi, ce que je donnerais sur l'importance dans les revenus, moi, il y a un moment où c'était 50% de mes revenus, hein, les rencontres. C'est quand j'étais voilà, je gagnais pas beaucoup de sous avec mes bouquins et c'était la moitié de mes revenus qui venaient de là. Si j'avais pas ça, ça aurait été vraiment difficile. Pour ce qui est des conseils à donner, moi je pense qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est de se faire connaître auprès de son agence régionale du livre, parce qu'ils ont en général un annuaire et parce que c'est pas tout le temps, mais parfois les annuaires vous demandent ce que vous faites comme truc. Moi, je fais des rencontres, etc. Et il y a des gens qui les regardent en fait. Donc ça c'est assez pertinent. Parce qu'il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire avec des dispositifs, avec des non scolaires. Je parle de public en prison, par exemple, Oui, de public hospitalisé, voilà, ce genre de choses sont aussi possibles. Mais je pense que du coup, se tourner vers l'Agence régionale du livre, ce sera quand même possiblement intéressant. Et aussi de se faire connaître auprès de la charte, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui consultent le portail de la charte, le répertoire. Je crois qu'il y a
crois même qu'il y avait aussi une occurrence où on pouvait mettre la région et je crois que les auteurs d'une région apparaissaient, il me semble, à un moment donné. Ouais. Oui, mais on peut s'inscrire à la charte que si on a publié un roman jeunesse, en fait. Oui. Donc, cette dame ne peut pas s'inscrire pour l'instant, mais en effet, à partir du moment où on publie en jeunesse, s'inscrire à la charte est quand même un vrai plus parce que c'est vrai que le répertoire est beaucoup consulté, même par des petites maisons d'édition aussi, mais par des organisateurs de salons. C'est vrai qu'ils passent souvent par le répertoire de la charte. Oui. Ce que je retiens, c'est qu'il faut aussi multiplier les contacts, hein, que ce soit l'Agence régionale du livre ou la charte, ou voir démarcher les médiathèques, comme Betty nous disait, si on veut être actif sur les rencontres, avec bien sûr les salons également. C'est compliqué. De toute façon, si on ne va pas vers les gens, enfin, les gens, ils ne vont pas vous trouver. Hein. Donc, à moins que le premier roman qu'on a fait soit un best-seller incroyable, dans ce cas-là, tout le monde vous veut. Quoi. Mais c'est quand même pas souvent le cas. Ok, notre web émission touche à sa fin. Merci à tous pour vos interventions. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous en mars pour notre prochain vidéo live qui abordera le thème des retraites. Je pense que nous aurons beaucoup de choses à dire également sur ce sujet. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.